Dans ce troisième webinaire proposé par le cabinet Cambios. Je m'appelle Clémence Paré et aujourd'hui je vais vous parler du RGPD en 3 questions. D'une part, nous allons commencer par expliquer ce qu'est le RGPD, sachant que, compte tenu du temps qui nous est imparti, 30 minutes, il ne sera bien évidemment pas possible de traiter l'intégralité du règlement. Nous nous concentrerons essentiellement sur certains axes qui m'ont semblé particulièrement importants. Dans un second temps, nous verrons pourquoi se sentir concerné par le RGPD et enfin, nous verrons qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour se mettre en conformité avec ce règlement. Alors, commençons sans plus attendre avec la première question. Qu'est-ce que le RGPD ? Eh bien, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. C'est un texte européen qui a été voté en 2016 et puis qui est applicable depuis le 25 mai 2018. Donc, retenons cette date. On reviendra dessus un peu plus tard parce que ce n'est pas une date anodine. Ce texte concerne les entités situées dans l'Union européenne ou alors qui traitent des données d'utilisateurs situés dans l'Union européenne. Et c'est un texte qui vise à harmoniser et encadrer à l'échelle européenne le traitement des données à caractère personnel. Très bien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce texte, il a fait beaucoup de bruit au moment de son entrée en application. Toutefois, les problématiques liées à la protection des données personnelles ne sont pas nouvelles. C'est un enjeu qui est apparu dès les années 70, où à ce moment-là, il était simplement question de commencer à interconnecter les administrations pour faciliter le traitement des dossiers des usagers. Il était question de rattacher toutes les informations d'un individu grâce à son numéro de sécurité sociale. Et c'est quelque chose qui avait fait absolument scandale dans l'opinion publique à l'époque. On comprend bien que depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions en la matière, ni plus ni moins qu'un passage à l'ère du numérique. Depuis, en fait, les données ont commencé à avoir une réelle valeur marchande. On a pu les collecter de manière toujours plus massive, notamment grâce au développement de toute la technologie nécessaire pour la collecte et puis aussi pour l'exploitation, le traitement, l'analyse. De nouveaux métiers sont nés spécialisés dans cette étude-là. Une circulation toujours plus rapide aussi et transfrontalière. On voit vraiment qu'aujourd'hui, les données sont au cœur de l'économie numérique. L'équilibre économique en est complètement bouleversé d'ailleurs, complètement évolué. Donc ça a permis beaucoup d'avancées, c'est sûr, mais aussi des nouveaux risques pour les acteurs, avec des risques notamment de distorsion de la concurrence au détriment de certains, des risques évidents sur la vie privée des individus, des risques aussi sur les libertés individuelles et collectives. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs réglementations qui ont été adoptées à l'échelle nationale mais aussi européenne. Et en fait, ces réglementations, pourquoi elles sont apparues ? Tout simplement pour arriver à apporter un niveau de sécurité suffisant aux agents pour entretenir un climat de confiance indispensable pour permettre les échanges commerciaux, l'efficacité des politiques publiques de développement, mais également pour favoriser l'innovation. Et en fait, c'est dans ce contexte-là que le RGPD est arrivé, en s'inscrivant dans la continuité des textes déjà existants depuis les années 78, le premier texte, informatique et liberté. Donc pour cela, le RGPD met en avant 8 règles d'or qui tendent à encadrer le traitement des données personnelles. Mais il s'inscrit là où il apporte vraiment quelque chose, c'est qu'en fait il inverse la dynamique dans le sens où il pose le principe de la responsabilisation des agents, c'est-à-dire que dès lors il est de la responsabilité de chaque agent de veiller à respecter et à prendre toutes les mesures qui lui semblent pertinentes pour respecter les 8 règles d'or dans chacun des traitements qu'il peut exercer sur les données personnelles de ses utilisateurs. Voilà. Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin, il convient de peut-être s'arrêter sur les termes essentiels que sont le traitement des données à caractère personnel. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une donnée personnelle, me demanderez-vous ? Eh bien, est une donnée à caractère personnel toute donnée, qu'elle soit directe, indirecte ou par combinaison, qui permet d'identifier un individu.
Donc, une donnée directe, ça va être par exemple le nom, le prénom d'une personne. Donnée indirecte, ça va être un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale. Une combinaison de données, ça va être des données qui, prises séparément, ne permettent pas forcément de vous identifier, mais recouper les unes avec les autres permettent finalement de voir, de retrouver qui vous êtes. Donc, par exemple, c'est un peu comme le jeu du qui est-ce, vous êtes blond, vous travaillez à tel endroit, vous faites tel trajet tous les matins, etc. Donc, on comprend que la notion de données à caractère personnel, on dira données personnelles pour la suite, pour faire plus court, c'est quand même très large. Et maintenant, qu'est-ce qu'un traitement de données personnelles? Eh bien, pour cela, nous allons regarder simplement l'article 4 du RGPD. Est un traitement, toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel. On voit donc que là aussi, c'est extrêmement large. Donc, dès lors que vous allez collecter, recouper, même consulter des données, vous êtes dans le cadre d'un traitement. Alors attention, le RGPD n'interdit pas du tout le traitement des données à caractère personnel. Il vient juste poser un cadre, c'est-à-dire que dès lors que vous traitez des données à caractère personnel, eh bien, vous devez veiller à respecter ces 8 règles d'or. Voilà. Donc, en outre, le RGPD pose aussi beaucoup de règles quant au transfert des données personnelles en dehors de l'Union européenne. Et ça, c'est un pan du règlement que nous laisserons de côté dans ce webinaire. Peut-être plus tard, nous aurons la chance de revenir dessus, mais aujourd'hui, on laissera ça de côté. Alors, les 8 règles d'or, quelles sont-elles? Eh bien, d'une part, il y a la licéité de traitement. Ça va être la base légale de votre traitement. En fait, le RGPD a identifié 6 justifications légales possibles et vous devez absolument faire rentrer votre traitement dans l'une de ces cases, en fait. C'est assez large quand même. Donc, il y a par exemple l'intérêt général ou alors il va y avoir le consentement de la personne. Attention, bien sûr, il faut que ce consentement il soit à la fois libre, éclairé, spécifique et univoque, hein, sans quoi ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est impératif. Ensuite, à part la licéité, nous avons également la finalité de traitement. C'est-à-dire que les données, vous les collectez dans un but déterminé. Et de toute façon, on voit bien que le consentement est directement lié à cette finalité. On accepte de donner ces données pour quelque chose. Donc c'est une information qui doit être vraiment claire et spécifique dès le moment de la collecte. Voilà. Troisième règle, la minimisation de la collecte. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est assez clair, hein, c'est-à-dire que je ne dois collecter que le minimum de données me permettant d'atteindre ma finalité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il y a des fois des informations qui certes pourraient être complémentaires, mais dès lors qu'elles sont pas directement et indispensables pour atteindre ma finalité, je n'ai pas le droit de les collecter. Voilà. Ensuite, protection particulière des données sensibles. Alors, là, c'est pour les données qui présentent un réel risque pour les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par risque? C'est vraiment quelque chose qui pourrait être retourné contre vous. Donc, dans ces données sensibles, il y a d'une part celles qui sont nommées comme telles dans le règlement, plus de spécificités propres au droit français. Alors, les données sensibles au sens du RGPD, ça va être par exemple les données relatives à votre santé, à votre orientation sexuelle, à votre affinité politique, philosophique, religieuse. Donc ça, on comprend assez vite que ces données-là, en fait, par principe, on n'a pas le droit de les collecter. Autant les autres, on a le droit, mais il faut prendre des dispositions de sécurisation. Autant là, on n'a pas le droit, sauf cas exceptionnel. Voilà. Donc on comprend bien par ce côté logique inversé que elle mérite un soin vraiment particulier. Et en plus de ces données sensibles, il y a une spécificité propre au droit français. Il y a le numéro de sécurité sociale et toutes les informations liées aux condamnations pénales, par exemple. Voilà. Très bien. Ensuite, nous arrivons à notre 5e règle d'or, c'est la conservation limitée des données. C'est-à-dire que, toujours en lien avec la minimisation et la finalité de traitement, vous ne devez garder les données que le temps d'atteindre la finalité. Une fois que la finalité est atteinte, en soi, les données, vous devez soit les anonymiser, dans ce cas-là, elles ne sont plus personnelles, soit les détruire.
Ou alors, dans certains cas, vous pouvez les archiver en les distinguant bien des autres données. Par exemple, le temps que toutes les voies de recours juridiques soient écoulées, par exemple. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment qu'une fois que la finalité est atteinte, on ne garde pas les données. Voilà. Sinon, il pourrait y avoir un détournement de finalité. Ensuite, la sécurisation des données. Alors, ça, c'est assez explicite aussi, c'est-à-dire que je dois veiller à tout moment à ce que mes données restent confidentielles, à ce qu'elles restent intègres, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de pouvoir modifier unilatéralement les données sans avoir demandé l'autorisation avant. Ça peut être évidemment préjudiciable pour la personne, autrement. Et la disponibilité. C'est-à-dire que si la donnée, en fait, elle a été collectée, si on respecte les précédentes règles, là, ça veut dire qu'elle est indispensable pour atteindre la finalité, indispensable pour pouvoir réaliser le traitement, et donc il faut qu'elle soit disponible. Donc là, on peut donner par exemple l'exemple de données de santé dans un hôpital. C'est sûr qu'il faut que la donnée soit accessible. Donc ça, encore une fois, c'est à chaque responsable de traitement d'identifier les mesures qui sont nécessaires pour garantir ces 3 critères. Donc à présent, 7e règle d'or, c'est la transparence de traitement. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à dire à tout moment qui s'occupe des données, qui y a accès, pour combien de temps est-ce qu'on les garde, quelle est la finalité, voilà. Et en fait, le RGPD renforce vraiment les prérogatives de l'utilisateur dont les données sont collectées et traitées. Et c'est essayer de lui donner la visibilité et toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse savoir ce qu'on en fait de ces données. Et toujours dans ce même prisme, il y a un renforcement des droits des personnes. Donc, il y a non seulement des droits qui sont renforcés par rapport à ce qui existait, mais aussi des nouveaux droits qui sont créés, toujours dans cette logique de renforcer le pouvoir et essayer de rétablir un peu le rapport de force entre professionnels et particuliers. Maintenant, ça, on a vu les grands principes très concrets du RGPD. Maintenant, pourquoi se sentir concerné par le RGPD? Alors, déjà, rappelons que dès lors que vous agissez dans un cadre professionnel, que vous traitez des données et que vous ou vos utilisateurs êtes situés dans l'Union européenne, eh bien, vous êtes normalement concerné par le RGPD. Alors, certes, me direz-vous, mais au-delà de ça, effectivement, il y a également 3 bonnes raisons de se sentir concerné par le RGPD. Nous allons voir ces 3 bonnes raisons dès à présent. Alors, d'une part, sécuriser votre activité. Pourquoi? Parce que le RGPD a renforcé les pouvoirs de sanction de la CNIL. Donc la CNIL peut désormais faire un rappel à l'ordre, une limitation temporaire ou définitive de traitement, un ordre de donner suite aux demandes d'exercice de droit des personnes, par exemple, mais aussi et surtout, elle peut appliquer des amendes administratives qui sont assez conséquentes et assez dissuasives. Qui peuvent aller. Alors là, il y a un peu de 2 poids 2 mesures. Ça dépend en fait de votre manquement, parce que là, c'est juste un manquement au RGPD. Ce serait même pas dans l'hypothèse où ça pourrait causer du tort à un de vos utilisateurs. C'est en cas de manquement, selon la gravité du manquement, vous vous exposez soit à 2% du chiffre d'affaires mondial ou 2 millions d'euros d'amende administrative, le plus haut des deux étant retenu. Soit, si c'est un manquement plus important, ce sera vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros, étant retenu le plus élevé des deux. Donc c'est quand même assez cher. D'autant plus que ça, comme je vous disais, c'est si jamais il n'y a pas de préjudice. Si en plus votre manquement cause un préjudice à un de vos utilisateurs, c'est aussi votre responsabilité pénale qui peut être engagée. Donc, et là, ça s'ajoute aux amendes administratives. Donc, par exemple, un détournement de finalité, vous vous exposez à 300 000 euros d'amende et 5 ans de prison au titre de votre responsabilité pénale. Et en plus, une amende de 20 millions d'euros au titre de votre sanction administrative. Donc, ça peut vraiment coûter très, très cher, un non-respect du RGPD, d'autant plus que il permet également des voies de recours facilitées pour les victimes.
avec une ouverture par exemple aux actions de groupe et aussi un principe de réparation effective dont on parlera un petit peu plus tard. En outre, et ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, le RGPD est applicable certes depuis mai 2018. Toutefois, la CNIL, elle a accordé à l'ensemble des agents un délai de tolérance pour se mettre en conformité de 2 ans, pour laisser un peu le temps de s'approprier, de prendre les mesures, d'identifier, de prendre toutes les mesures nécessaires. Mais aujourd'hui, si vous calculez bien, nous sommes en mai 2020, cela fait donc 2 ans qu'il est applicable et nous arrivons donc à la fin de ce délai de tolérance. Et en fait, à partir de maintenant, on ne sait pas quelle va être la position de la CNIL face à d'éventuels manquements au regard des obligations du RGPD. Et il y a fort à parier que la CNIL va durcir ses positions. Aussi, en fait, tout manquement va être un risque encore plus élevé qu'il ne l'était jusque-là. Donc, sécuriser votre activité, cela semble tout de même une bonne raison. Autre bonne raison, pérenniser les relations professionnelles. Pourquoi ? Parce que le RGPD pose le principe de co-responsabilité. C'est-à-dire que dès lors que vous et votre partenaire éventuel, vous décidez ensemble de la finalité d'un traitement, dans le cadre de votre accord, en cas de manquement aux obligations liées au RGPD qui causerait un préjudice à l'un de vos utilisateurs, dans ce cas, celui-ci pourrait se retourner pour obtenir réparation de la totalité de son préjudice. Il pourrait se retourner autant vers vous que vers votre partenaire, qu'importe que le manquement soit de votre fait ou de celui de votre partenaire. Donc, bien sûr, après, il y a des actions qui peuvent être faites contre l'un ou l'autre des partenaires, son partenaire en second temps. Mais par exemple, si c'est votre partenaire qui a fauté et que il est insolvable, c'est tant pis pour vous. Ce sera vous qui devrez de toute façon indemniser l'utilisateur lésé. Et vous, ça vous coûtera très cher. Donc, en fait, on comprend vite que les deux partenaires ont intérêt à veiller à ce que l'autre soit vraiment très au clair avec ses pratiques en matière de protection des données. Donc, en fait, non seulement vous avez intérêt à ce que le partenaire d'en face respecte bien, mais lui aussi a intérêt à ce que vous le fassiez. Donc, si vous ne le faites pas, cela risque de vous décrédibiliser ou de fragiliser les relations que vous pouvez avoir avec vos partenaires. D'autant plus que c'est vraiment une considération qui doit mentionner dans toutes les conventions professionnelles, normalement. Et il en va de même, et même de manière encore plus renforcée, dans le cadre de relations de sous-traitance, où là, en fait, le sous-traitant doit démontrer sa conformité au responsable de traitement et doit l'aider aussi à pouvoir être très au clair dans ses obligations de transparence vis-à-vis de ses clients. Donc, pérenniser les relations professionnelles, sécuriser votre activité, de bonnes raisons. Et enfin, troisième raison, soigner votre image auprès de vos clients. Tout simplement parce que, en fait, on le sait, aujourd'hui, il y a l'opinion publique est très sensibilisée par rapport aux risques et puis au niveau de protection qui doit être donné aux données personnelles. Et en fait, si jamais vous veniez à être condamné en cas de manquement, donc soit qu'il y ait ou non préjudice à l'encontre d'un de vos utilisateurs, ça risque vraiment d'endommager votre image. Donc ça peut constituer un réel manque à gagner, en plus de l'amende administrative éventuelle. Et en fait, au-delà de ça, même, vous pouvez en faire un réel argument marketing, en fait, en disant, bien, avec nous, vous savez que vos données vont être en sécurité. Donc, en fait, c'est comme si c'était un gage de qualité supplémentaire à la qualité de votre produit, de votre service. Et ça peut faire la différence par rapport à un concurrent, par exemple. Donc, la protection des données, ça peut être vraiment une façon de valoriser votre image ou au moins de ne pas la détériorer aux yeux de vos clients. Donc, 3 bonnes raisons. Alors, maintenant qu'on est tous convaincus de la pertinence et de l'importance du RGPD, vous allez me demander, mais que faire à mon échelle pour être sûr d'être en conformité ? Eh bien, par rapport à ça, avec le principe de co-responsabilité dont nous parlions tout à l'heure, en fait, il vous revient
pour chacun de vos traitements, d'identifier qu'est-ce que vous pouvez faire pour respecter ces 8 règles d'or. En fait, donc c'est à vous de mettre en place les mesures organisationnelles et techniques adéquates, et ce avant même la collecte des données. Non seulement vous devez faire ça, mais en plus vous devez être à même de prouver que vous le faites, que vous avez pris toutes les dispositions qu'il fallait. Donc, que faire pour identifier les mesures? Eh bien, en fait, déjà, il suffit de commencer par il suffit, entre gros guillemets, de commencer par faire une cartographie, en fait, de l'intégralité des traitements que vous faites. Et pour chacun d'eux, posez-vous la question, quelle est la base légale? Quelle est la finalité? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous les éléments que j'ai pour atteindre cette finalité? Y a-t-il dans toutes ces informations des données sensibles? Durée de conservation. Est-ce qu'il faut que je mette des mots de passe supplémentaires? Est-ce que j'ai identifié tous les risques possibles? Est-ce que j'ai bien une politique de traitement des demandes éventuelles des usagers? Donc voilà, c'est plein de petites choses qui peuvent être faites. En fait, par rapport à ça, finalement, le RGPD et je crois la CNIL sont assez souples. Ils suggèrent, ils donnent des idées de choses qui peuvent être mises en place, de mesures. Donc ça, pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site de la CNIL si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment la conformité est vraiment aux mains des personnes qui exercent le traitement. Voilà. Et en fait, au-delà de ça, au-delà de ces 8 règles d'or à bien appliquer au traitement existant, en fait, ce qu'il faut vraiment faire, c'est intégrer ces nouveaux mécanismes dès la conception, et par défaut, pour l'ensemble de tous les nouveaux traitements que vous pourriez effectuer. Donc pour ça, il y a 2 principes. Il y a le privacy by design, c'est-à-dire que c'est une prise en compte de la protection des données dès la conception du produit et du service. Donc, ça va être, par exemple, prévoir la technologie nécessaire pour correctement recueillir le consentement, pour correctement détruire les données une fois la finalité atteinte, etc. Donc ça, c'est plein de choses où vraiment, en fait, c'est plus simple de le prendre en compte dès le début et une fois que c'est fait, on est bon. Plutôt que d'avoir à corriger après. Et il y a aussi le principe de privacy by default. Donc là, c'est directement lié à la minimisation des données. C'est-à-dire que tout doit être fait pour que de base, vous collectiez vraiment le strict minimum, en distinguant bien, par exemple, ce qui est indispensable de ce qui l'est pas, parce que des fois, en fait, vous pouvez demander des informations en plus à vos clients, mais vous pouvez pas les exiger pour leur fournir le service, dès lors que la donnée est pas indispensable. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous de le faire. Et encore une fois, à vous d'identifier qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter ces 2 principes. Et ce, dès la conception. Mais maintenant, non seulement vous devez faire ça, mais comment justifier que vous le faites? Eh bien, pour ça, le RGPD prévoit des outils. Donc, il y a certains outils qui sont obligatoires, d'autres qui sont facultatifs. Donc, les outils facultatifs, on ne les traitera pas aujourd'hui parce que nous n'aurons malheureusement pas le temps. Il s'agit par exemple de codes de conduite ou de certification qui, eux, en fait, sont propres à certains domaines et qui permettent en fait d'avoir comme des orientations qui soient propres à certains domaines, donc qui ont été validées par la CNIL ou par une autre autorité européenne sur certaines règles en fait où comme ça peut être appliqué par tous les acteurs d'un même secteur et c'est plus uniforme, c'est plus rapide. Voilà. Mais on laissera ce point de côté. Mais en revanche, il y a des outils obligatoires, et ça, quelle que soit la taille de la structure, vous y êtes soumis. Donc, ça va être d'une part le registre des données, les analyses d'impact sur la protection des données, de leur petit nom, les AIPD, et le répertoire de toute éventuelle violation. Donc, le registre des données, c'est vraiment la base. En fait, la seule contrainte au niveau du formalisme, c'est qu'il faut que ce soit un écrit, donc ça peut être électronique ou papier. Et en fait, c'est là que vraiment il va falloir répertorier tous les traitements que vous faites et pour chacun de ces traitements, qu'est-ce que vous faites pour valider respecter les 8 règles d'or. Donc en fait, de toute façon,
c'est un travail qui est fait au moment où vous réfléchissez à chacun de vos traitements, hein. Quelque part, c'est ça qui va vous aider aussi à vous assurer que tout est conforme pour les 8 règles. Mais c'est vraiment là qu'il faut tout écrire. Pareil, la CNIL, elle a mis en place des guides pratiques pour traiter toutes ces questions-là. Donc là encore, si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter ou pour que je vous indique les références exactes, ou alors sinon vous pouvez assez facilement les retrouver directement sur le site de la CNIL. Il existe des dispositions un peu allégées pour les entreprises de moins de 250 salariés, où là on demande que les registres les plus récurrents en général, ou alors ceux qui touchent des données sensibles. Et aussi, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la mise en conformité doit être dynamique, c'est-à-dire que ce registre, il doit être mis à jour, pas en temps réel, mais presque en fait. Voilà, parce qu'en fait, à tout moment, dans le cadre d'un contrôle, si on vous demande de le présenter, il doit être à jour. Voilà. Au-delà de ça, il y a certaines données qui présentent ou certains traitements qui présentent un risque assez particulier, ou alors on a un doute. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour celle-là, il faut vraiment, entre guillemets, faire un zoom dessus et vraiment se concentrer en se disant dans quelle mesure est-ce qu'il y a un risque spécifique, quel est ce risque, ou quels sont ces risques, et qu'est-ce qui peut être fait pour les limiter vraiment au minimum, à un niveau acceptable. En gros, le type de traitements qui sont concernés par ces études, alors il y en a certains qui sont listés directement par le RGPD, mais ça va au-delà de ça. La CNIL a identifié certains critères aussi, il y a aussi des lignes directrices européennes pour ça. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dès lors que vous avez un doute, il faut faire une analyse d'impact. Voilà. Pour ce type d'analyse, ça reste toujours de la responsabilité du responsable de traitement, de savoir si oui ou non on en fait une, et si on l'a fait, comment, quelles sont les conclusions à en tirer. Sachant que pour faire ça, encore une fois, la CNIL, elle met à disposition des outils. Donc il y en a un qui est assez bien fait, qui s'appelle le PIA. Mais c'est pas obligatoire de passer par ce formalisme-là. C'est juste pour accompagner et guider. Voilà. Et enfin, donc ça, on vous conseille en fait les résultats des AIPD, si vous les faites, c'est de les garder avec votre registre. Donc ça peut être un onglet en plus, par exemple, pourquoi, mais c'est plus cohérent d'avoir tout au même endroit. Et enfin, le dernier pan qui doit aussi être documenté, c'est toutes les violations des données personnelles. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un incident par rapport au traitement des données, vous devez en garder une trace pour bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre le problème, en fait. Et en fait, il existe des fois où, certes, imaginez, on vous pirate et on vous vole un fichier client avec les adresses mail de tous vos clients. Bon, si c'est ça, par exemple, un des risques, ce serait que il soit démarché par un de vos concurrents. Bon, ça représente pas un risque très grave pour vos utilisateurs, vous en conviendrez. Bon, au pire, ils recevront un mail qui ne leur convient pas. Bon, ils le suppriment et puis voilà. Mais en revanche, des fois, ça peut vraiment représenter un risque plus important. Dans ces cas-là, vous avez 72 heures pour le déclarer à la CNIL, qui vous aidera aussi, si besoin, à colmater la fuite, entre guillemets. Et si vraiment c'est un risque conséquent, où là, ce serait par exemple des données sensibles qui fuiteraient, eh bien, vous devez aussi avertir, en plus de la CNIL, les personnes intéressées. Voilà. Et toujours les compiler et les garder avec votre registre et puis avec les éventuelles analyses d'impact. Voilà. Et pour vous faire accompagner dans tout ça, vous pouvez faire appel à un DPO, un délégué à la protection des données, dont ses missions seront de vous informer et puis de vous conseiller sur les mesures à prendre, hein, aussi de contrôler la conformité des pratiques que vous avez retenues, et aussi il sera le point de contact entre les autorités, les employés et puis éventuellement toutes les personnes en fait qui vous contacteraient par rapport à ces questions de protection des données. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le DPO n'est pas responsable en cas de manquement au RGPD. C'est toujours le responsable du traitement qui a cette responsabilité-là.
Peut-être me demanderez-vous quand est-ce qu'il faut se faire accompagner par un DPO. Eh bien là encore, en fait, c'est pas obligatoire le DPO. Souvent, c'est fortement recommandé, mais ce n'est obligatoire dans les faits que si vous êtes une administration publique ou alors si vous êtes un organisme privé dont l'activité de base requiert le suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. Donc là, c'est essentiellement s'il y a la géolocalisation dans une appli ou quelque chose comme ça, où vraiment c'est une grande échelle et puis de manière systématique. Ou alors vous êtes un organisme privé qui traite à grande échelle des données sensibles. Donc là, par exemple, ce serait par exemple, des données relatives à la santé. Donc là, on peut assez facilement penser à des assureurs ou voilà. Et donc dans ce cas-là, il faudra pour eux faire appel à un DPO de manière obligatoire. Dans les autres cas, c'est fortement conseillé, surtout si c'est des traitements qui sont un peu complexes et qu'il y en a beaucoup. Sachant qu'après, ça peut être une personne en interne ou en externe, ou alors une personne qui est mutualisée avec d'autres entreprises. Ça, c'est très courant aussi. Voilà. Sachant que, attention, dès lors que vous décidez de faire appel à un DPO, même si vous n'avez pas d'obligation de le faire, il y a 4 conditions à respecter pour que sa nomination soit validée par la CNIL. D'une part, il faut que la personne présente des capacités professionnelles pour le faire. Donc ça, en soi, il existe des certifications, mais c'est pas un prérequis, c'est pas indispensable, c'est quand même mieux. Mais en fait, il faut surtout que la personne ait les compétences techniques et juridiques pour arriver à correctement vous conseiller. Ça, c'est important parce que sinon, ça ne sert à rien. Il faut aussi qu'elle dispose des moyens suffisants pour mener à bien ses missions. Donc ça, c'est si c'est par exemple quelqu'un d'interne, il faut qu'elle ait le temps de pouvoir se pencher sur ces missions-là. Il faut que la personne ait accès aux personnes pertinentes, accès aux bases de données, accès aux informations. Voilà, il s'agit pas de faire de l'obstruction parce que sinon, encore une fois, ça ne sert à rien. Il faut une absence de conflit d'intérêts. Évidemment, on ne peut pas être jugé partie. Donc c'est pour ça que souvent sont exclus de pour ce type de mission, toutes les personnes qui exercent déjà un poste de direction dans la même entreprise. Ça paraît assez logique aussi. Et enfin, il faut que le DPO ait l'indépendance nécessaire pour accomplir ses missions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un risque de sanction du fait d'avoir prescrit une analyse d'impact supplémentaire ou un avis défavorable, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on conseille souvent que le DPO rende des comptes directement à la direction et sans avoir d'éventuelle pression de rapport hiérarchique, par exemple. Voilà. Et autrement, eh bien, vous pouvez tout à fait décider vous-même aussi de ne pas faire appel à un DPO et de faire par vous-même. Voilà. Alors, j'espère que ces réponses vous permettent, cet exposé vous apportera quelques réponses sur votre conformité. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute éventuelle question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup.